Vous êtes en direct. Bah c'est nickel. Salut les amis. Alors, petite vérification de routine. Yes, ça roule. Ok. Alors, on va parler un petit peu de conformisme social et comment on fabrique ça. Alors, on va rigoler parce que on est en plein dedans depuis des lustres. Et c'est vrai que là, ça a atteint un petit peu son apothéose et surtout, en fait, ça commence à vriller, quoi. Ça marche de moins en moins bien. Alors, je vais juste vous partager un truc que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, le temps que tout le monde arrive. Ok. Onglet commu. Voilà. Allez là-dessus. Ok. Ah oui, si, j'ai oublié de rajouter les petits liens en description. Je vais le faire de suite. De toute façon, ça prend pas longtemps. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on va commencer par là, évidemment. Pour soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Tous les liens vont être en description. Les dons, acheter nos productions, etc., etc. Bon, bah, c'est autant de moyens, si vous voulez, de nous aider à continuer de bosser, hein, puisque, bah, blague à part, c'est du taf, c'est vrai. Alors, une partie de ce boulot, effectivement, est disponible gratuitement, et j'ai déjà expliqué pourquoi. Et la donation, ça nous permet de faire fonctionner tout ça, quoi. Donc, c'est sympa. Donc, d'ailleurs, merci à tous les donateurs. Ça fait plaisir. Voilà, quoi. Alors, attendez, je vais faire un petit peu, voilà, je sauvegarde ça, comme ça vous allez trouver tous les liens en description. Yes. Ok. Donc, en avant. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de, comment on dit, comment ils disent aujourd'hui, d'ingénierie sociale, de psychologie sociale, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur un article qui m'a fait marrer. Donc on va le mettre vite fait, on va pas le lire parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais on va surtout expliquer de quoi il en retourne. Donc si vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, ok, vous allez trouver mon dernier post, le voici. Donc extrême droite, hein, les grands méchants, vous savez, c'est comme dans les films à l'époque, dans les années 90, les grands méchants c'était les Russes. Ouais, donc là, les grands méchants c'est l'extrême droite. Hein. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc on a une historienne de l'art, alors heureusement, elle parle en tant que historienne de l'art, donc forcément elle a raison. Argument d'autorité, presque aux limites. L'historienne de l'art considère que la polémique sur les tableaux de la cérémonie d'ouverture des JO, le fameux truc qui représente la scène là, où ils ont dit ah mais non en fait c'est le festin des dieux, alors en fait qu'on sait que c'est festin des dieux est une parodie de la scène, enfin c'est pas grave, a été préemptée par les associations d'extrême droite. Voilà, ça y est, c'est dit. Donc ça veut dire qu'en fait tous les gens qui ont, pour faire très simple, je vais vous expliquer pourquoi on pense comme ça. Tous les gens qui ont pensé que la cérémonie des JO et particulièrement cette séquence était quelque chose de satanique, de blasphématoire, d'insulte à notre pays, à notre culture, etc., vous êtes tous d'extrême droite, les copains. C'est comme ça. D'ailleurs, tu as vu, j'ai failli... Faut faire gaffe. Ah, c'est comme ça. Vous êtes d'extrême droite. Par exemple, t'es musulman, français d'origine algérienne ou marocaine ou quoi ou qu'est-ce, et t'as trouvé que c'était choquant la scène, là, le truc, t'es d'extrême droite. T'es chinois, français chinois d'origine, ok, tu t'en fous un petit peu de la politique, t'en as rien à péter, parce que t'es dans ta communauté chinoise, tu fais tes affaires, tu votes même pas, t'en as rien à foutre. Mais là, tu t'es dit, ouais, quand même, c'est insultant pour le pays, t'es d'extrême droite. Ah, c'est comme ça. Bon, alors là, t'es blanc, hétéro, mâle et chrétien, donc là, t'es d'office, même, t'es le chef même de l'extrême droite, c'est toi le chef, toi, carrément. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est ça, hein. Le truc, cherchez même pas. Dès que vous allez être, en fait, contre cette idéologie dominante, vous allez être qualifié d'extrême droite. Avec tout ce que ça implique. Parce que, si vous voulez, c'est une notion, on va dire, quasi symbolique, qui permet, en fait, de compiler tout un tas de trucs dont vous seriez la tribu. Parce que extrême droite, ça veut dire que vous êtes facho, ça veut dire que vous êtes raciste, ça veut dire que vous êtes homophobe, ça veut dire que vous êtes antisémite, ça veut dire que vous êtes... qu'est-ce qu'il y aurait encore
suprémaciste, ça veut dire... Bon, vous avez compris quoi. En fait, dès lors qu'on vous met cette étiquette, vient avec tous ces qualificatifs que je viens de vous faire, là, rapidos. Il y en a plein d'autres. Hein. Et ça vous permet d'être catégorisé, de catalogué tout de suite. D'accord? Donc, c'est un jeu sémantique, symbolique sémantique. Hein, donc, ça permet aux gens du système, surtout. Voilà, grossophobe, merci El Puebla, effectivement. Tout ça vient avec, ça aussi. Oui, toutophobe, toutophobe, de toute façon. Voilà. Donc, ça leur permet, si vous voulez, de créer une case dans laquelle, et on va expliquer pourquoi, personne ne veut être. Et c'est là qu'on va commencer à discuter. Vous allez voir, c'est très très simple à comprendre. D'ailleurs, c'est mon collègue Frater7 qui en parle très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, ce bouquin-là. Court-circuit d'inconscience, épignosis, une exploration des 8 circuits de conscience par Frank Godard. Ça, faut vous le trouver, ce bouquin, parce que c'est très bien résumé. C'est les travaux de Timothy Leary et Robert Anton Wilson, donc très neuroscientifique, etc. Teinté d'ésotérisme, parce que c'était une grille de lecture un peu moderne, on va dire, vous verrez ça. Lisez ce bouquin, vous allez comprendre. Alors, j'arrive. Donc, c'est quoi le délire? Le délire, c'est que chez l'humain, il y a une composante neurologique qui est très forte et très importante, c'est la survie. La survie, que mon collègue appelle circuit de biosurvie, il parlera comme ça, lui. C'est pareil. Hein. La survie, si vous voulez, chez l'être humain, ça comporte tous les circuits neurologiques, avec tous les systèmes, on va dire, sociétaux, qui font que le lendemain matin, quand on se réveille, on se sent vivant, on se sent en sécurité et tout va bien. Okay, on est en groupe, on a de la ressource, on a à manger, on peut se reproduire tranquillement, donc faire perpétrer l'espèce, etc. Vous avez une vie, si vous voulez, qui vous permet de ne pas être en stress en permanence, de ne pas être dans la peur en permanence, de ne pas être dans l'anxiété, l'alerte constante, etc., etc. Tout ce qui permet ça, c'est d'avoir une survie stable, qui fait que du coup le système humain, biologique, de manière générale, fonctionne bien, paisiblement, et on n'est pas du coup en stress constant. Et à l'échelle d'une société, si vous voulez, les fondamentaux, vous allez les retrouver aussi. C'est-à-dire que l'organisation sociale, historiquement parlant, si vous préférez, ça commence par la tribu. Alors, on a les premiers groupes humains qu'on va trouver effectivement dans la préhistoire et compagnie. Et ensuite, la première organisation sociale, c'est la tribu. La tribu, c'est un petit groupe, mais c'est un groupe déjà qui fonctionne. Donc, il y a une pulsion grégaire qui fait que les gens s'organisent, se structurent. On commence à hiérarchiser l'organisation sociale, etc. De la tribu, on passe au clan. Puis après, il y a une évolution, si vous voulez, du clan. On peut, alors, je vais faire des sauts quantiques, mais c'est juste pour vous voyez l'idée. Du clan, on va passer à la horde. De la horde, on va passer à tout ce qui est empire, royaume, etc. Puis après, ça peut s'étendre comme ça. Le système peut évoluer, régresser. Enfin, ça bouge, quoi. C'est vivant. Mais grosso modo, le fait d'être en groupe va être une des conditions déterminantes pour l'être humain, pour sa survie. Et on met ça sur le compte d'une pulsion primitive que nous avons tous, c'est la pulsion grégaire. La pulsion grégaire, vous la trouvez également chez les animaux. De manière, 99% des animaux cherchent à vivre en meute, en groupe, en communauté. Okay, et il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, ça c'est constant dans la nature, mais la tendance majoritaire, c'est fonctionner en groupe. Les humains font pareil. Les humains, naturellement, cherchent à s'associer les uns les autres pour structurer des sociétés, des civilisations, des choses comme ça. Ça sécurise la vie humaine. Okay, en groupe, on est plus fort. En groupe, on a plus de ressources. En groupe, on peut mieux se protéger, etc., etc. Donc, ça maximise la survie. Dès lors que vous altérez le groupe, ça veut dire vous créez une scission dans le groupe. Vous commencez à créer des tensions, des divergences. Donc le groupe va commencer à se morceler. Il va être divisé en deux, puis peut-être en trois, puis peut-être en quatre, puis ça va commencer à partir un peu n'importe comment. À partir du moment où vous faites ça,
en fait, vous cassez la sécurité, et donc vous cassez la survie, donc vous générez une peur et une angoisse extrêmement forte dans la société. Ok. C'est ce qu'on appelle la mécanique de la division dans des lectures type Machiavel et compagnie, quoi. Donc ça, précisément, c'est ce que le système a fait depuis au moins... l'avènement de Macron, c'est vraiment le moment où la division va se consumer, va se consommer d'une certaine façon. Avant, on jouait pas trop avec ça. Ils essayaient de manipuler, de toute façon, ils manipulent toujours le système n'a que ça à faire. De toute façon, le système vous manipule, pourquoi? Parce qu'il est profondément incompétent et surtout qu'il a un agenda à respecter. Il y a l'agenda des mondialistes qui est derrière et qui, de toute manière, à 2030, ils ont un but, vous y emmener quoi qu'il advienne. De toute manière, c'est comme ça. Donc, peu importe pour qui vous votez, peu importe qui passe, etc., de toutes les façons, il y a l'agenda qui court derrière, en fait, et j'essaye de nous amener jusque-là, quoi. Donc, le truc, c'est ça, c'est diviser pour mieux régner, comme dirait l'adage. Alors, pour mieux régner, c'est pas dit. Justement parce qu'il y a toujours, si vous voulez, un point de non-retour dans le jeu de la division. C'est un jeu dangereux. Politiquement, jouer à diviser les gens, c'est un jeu très dangereux parce qu'il y a vraiment un cap au-delà duquel, après, c'est la révolution. Et on va y aller de toute façon, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, ça, c'est le transit de Pluton en Verseau. La révolution est inévitable. Donc, d'ailleurs, ça commence en Angleterre, etc., de toute façon. Alors, en France, je vous fais pas le jeu de la division et comment on nous a cassé en 1000 morceaux. Je crois que c'est assez visible, hein. Il y a les divisions communautaires, ethniques déjà, donc les blancs contre les autres. Vous avez les divisions religieuses, musulmans, chrétiens, machin. Vous avez les divisions politiques, gauche, droite et compagnie. En fait, vous avez de la division partout, dans tous les sens. Donc le peuple est déjà complètement fracturé. De toute façon, les Français sont complètement pétés de partout. Ça, c'est... Voilà. Et chacun, forcément, va essayer de se rattacher à une communauté. Pourquoi? Par pulsion grégaire. Et c'est là où on arrive à ce que je voulais vous expliquer. Comprenez bien une chose, la pulsion grégaire, elle est extrêmement puissante. Et c'est un levier de manipulation qui est extrêmement fort. Il y en a d'autres. La bouffe et ce genre de choses, tout ce qui est de l'ordre de la survie sont des leviers extrêmement puissants. Parce qu'on a tous besoin de la survie pour que notre existence continue. Et on a tous peur que ça s'arrête. Ça, c'est l'angoisse de mort et quelque chose de très présent dans l'humanité. Il y a une manière de dépasser l'angoisse de mort, c'est la spiritualité. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de spiritualité non plus. Donc l'angoisse de mort est très forte. Ça fait partie aussi des leviers qu'ils ont mis en place pour pouvoir vous manipuler. C'est-à-dire qu'en détruisant la spiritualité chrétienne, en l'occurrence pour nous en France, ils ont détruit la possibilité de tout à chacun de dépasser l'horizon de la mort. Ok. Et ça a été très bien expliqué par Boris Cyrulnik dans un bouquin qui s'appelle La psychothérapie de Dieu, qui est une étude scientifique, de sciences humaines, qui a été faite sur la nécessité de la croyance ou pas. Et donc il a été bien observé dans cette étude que le fait de croire permet de dépasser l'horizon de la mort, apaise les gens et apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie psychologique. Et là, on parle juste de psycho, on ne parle pas encore d'ésotérisme et de spiritualité pure. Donc c'est un très bon bouquin que vous pouvez lire d'ailleurs, qui explique très bien tout ça. Et puis Boris Cyrulnik, je crois qu'on n'a pas besoin comment dirais-je, de le mettre sur un pédestal quand il a fait ses preuves. C'est un ponte de la psycho, c'est un type génial, hein, passionnant cet homme-là. Bon bref. Voilà. Donc ça, c'est un levier. Donc à partir du moment où on vous enlève la spiritualité, ok, vous n'avez plus la possibilité de dépasser la mort. C'est plus possible. Donc du coup, il ne vous reste que l'angoisse de mourir, qui est une angoisse naturelle que nous avons tous et que nous devons tous apprendre à gérer dans notre vie parce que c'est une réalité de la nature, quoi. Et donc ça, on vous l'enlève. Du coup, il y a l'angoisse de mort, il y a la peur. Donc comment on va essayer de pallier à ça? Parce qu'on n'a plus d'horizon dépassable avec la spiritualité. Donc il va rester la survie. Donc on va maximiser les chances de survie pour apaiser un tant soit peu l'angoisse de mort. Elle ne part pas définitivement, mais au moins elle s'apaise. Ok? Et là encore, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire la logique de survie d'une société pour que l'angoisse de mort soit encore plus présente et que en fait vous la viviez, si vous voulez, quasiment toute la journée.
D'accord? Parce qu'à partir du moment où on vous divise les uns les autres, où vous avez moins de ressources économiques, moins de ressources alimentaires, moins de sécurité, etc., que vous ne pouvez plus en fait avoir la possibilité d'apaiser votre angoisse de mort, parce que si vous ne pouvez pas survivre, vous êtes en proie à la mort plus facilement. C'est une logique primitive, mais elle est très présente psychologiquement. À ce moment-là, la peur est tellement grande que vous êtes prêt à tout, et donc surtout à vous soumettre et à vous conformer pour que cette peur s'atténue. Ok? Donc vous êtes prêt à quoi? Et là, c'est là qu'arrive justement le plan des mondialistes. Vous êtes prêt à vous conformer à n'importe quel système pourvu que celui-ci vous apporte la sécurité. Ok? Et ça, c'est ce qui s'est passé avec le Coco Circus. Le Coco Circus 19, hein, vous avez compris. Parce qu'il ne faut pas prononcer le nom imprononçable. Sinon, ça strike. Donc, ça a été la manipulation magique et psychologique de premier choix, de premier ordre, pour vous faire, pour vous rendre conforme à un modèle social qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, ils ont créé, si vous voulez, une situation de mort, d'horreur, de peur, de stress intense, ok, un choc, c'est ce qu'on appelle, il y a un très bon bouquin qui s'appelle La stratégie du choc, je ne sais plus le nom de l'auteur, je crois que c'est une femme, je ne sais plus. Vous retrouverez assez facilement. Vous tapez la stratégie du choc sur Google, de toute façon, ça va tomber tout seul. Donc ça, c'est un truc important parce que d'un seul coup, on défonce toute votre survie. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu les boomers se ruer sur la vaccination, sur les QR codes, sur tout ça. Pourquoi ils ont couru vers ça? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Et cette peur peut être parfaitement inconsciente, elle peut se distiller sous diverses formes, mais c'est ça qui les a poussés à du coup aller se conformer à un système. Naomi Klein, merci Sun Moonstar, c'est bien une auteure. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ils ont couru à la vaccination, au pass sanitaire et à toutes ces choses-là, par peur, justement, de ne plus être connectés de façon grégaire au groupe et donc à la survie. Ok? Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Alors il n'y a pas eu que les boomers, hein, plein de gens y sont allés, hein, des jeunes, des moins jeunes, etc. C'est tous les gens vulnérables et très très, comment dirais-je, sensibles à cette thématique sont allés chercher justement de la sécurité. Alors c'est vrai qu'on leur a expliqué. Alors après, il y a eu des jeux sémantiques qui ont été faits pour manipuler en fait votre cerveau. C'est-à-dire qu'on vous a expliqué que c'était pour être libre, etc., etc. Non, non. En fait, ils ont volontairement détruit, si vous voulez, cette composante de survie, sachant très bien qu'une grande majorité de la population allait se conformer aux règles données par peur de ne plus être connecté à cette survie. Et donc, premier instinct, l'instinct grégaire, la pulsion grégaire, c'est-à-dire rester en groupe, rester ensemble. Et si vous regardez bien dans leur sémantique à l'époque, ils ont joué beaucoup sur cette notion. Ok, alors je sais plus, il y avait s'en sortir ensemble, avancer ensemble, etc. Toujours montrer que le groupe est là pour vous. Il va vous permettre de vous en sortir. Okay, donc là, vous tapez directement dans l'instinct grégaire, et donc l'humain par nature va chercher à rallier le groupe. Euh, Peu importe si les règles vont enfreindre ses valeurs ou ses standards, il va plier à la mécanique du groupe par peur de mourir. Donc il rallie la sécurité. Et puis, il y a d'autres profils qui sont en général minoritaires dans ce genre de cas. C'est plutôt ceux qui ont un tempérament dominant. Alors, on dira alpha, entre guillemets, pour dire ça comme ça. C'est juste une façon d'exprimer la chose. Il ne faut pas en faire tout un plat. Les plus dominants, eux, vont dire non, nous, on n'a pas besoin de ça. Et on sent qu'il y a un traquenard et on est capable de faire notre route tout seul, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, en général, ça crée des fractures, ça crée la division. Et après, il y a des choix à faire, quoi. Chacun, comme on dit, hein, choisis ton camp, camarade. C'est un petit peu près ça, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé, si vous voulez. Vous avez la majorité des gens qui se sont conformés à un système donné avec tout ce qui s'implique, comme on a expliqué, et une minorité qui a dit non, c'est un piège, et nous, on n'a pas besoin de vous pour survivre. S'il faut survivre, on sera capable de le faire tout seul. Et on sera capable, au pire, de s'organiser autrement et de faire autrement.
Voilà, donc de proposer une alternative. Bon, ça s'est vu dans plein de chapitres de l'histoire. Ça, en général, c'est ce qui engendre les grands mouvements dans les civilisations. La chute de Rome, c'est ça. Et on a vu, il y a d'autres exemples à donner, hein, mais grosso modo, à chaque fois que vous avez des grands mouvements civilisationnels ou des grands mouvements sociétaux, c'est toujours lié à ce genre de facteurs. C'est-à-dire que vous avez une division qui s'opère, vous avez une proposition de conformisme, un petit peu comme on vient de l'expliquer, et vous avez une dissidence, qu'on considère comme étant une dissidence, qui très souvent devient, avec la mécanique du temps, la nouvelle alternative pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire. Si vous regardez la mécanique de l'histoire, c'est comme ça à chaque fois. C'est pour ça que ce qui se passe ici n'est pas tellement un scoop, mais plutôt la logique historique. Nous sommes dans quelque chose qui est historique, c'est vrai, on est en train de faire l'histoire là en ce moment, au niveau du pays, au niveau de l'Europe, etc. Puis même au niveau planétaire, il se passe des choses partout de toute façon. Et on voit bien que cette mécanique, elle est déjà présente. Donc on a eu une dissidence qui s'est levée, elle continue de s'alimenter, parce que alors ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a une espèce de vase communicant, c'est-à-dire que la mécanique première, c'est pulsion grégaire, conformisme social, et tout le monde adhère, si vous voulez, à la pensée dominante, qui est souvent tyrannique et dictatoriale d'ailleurs dans ces moments-là de l'histoire, ce qui est le cas encore aujourd'hui, parce que l'Europe et le mondialisme est une pensée totalitaire, c'est une tyrannie, hein, il n'y a pas de problème, et Platon l'a très bien expliqué, j'y reviendrai pas. Et donc vous avez forcément une dissidence, une dissidence qui va devenir au fur et à mesure plus grande, plus forte, et qui va renverser par voie révolutionnaire, la plupart du temps, la mécanique tyrannique en place. On a vu ça, encore une fois, à la Révolution française. Alors la Révolution française, c'est encore un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a eu quand même un bon gros traquenard, parce qu'il fallait voir qui sont les commanditaires de la Révolution. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais grosso modo, c'est quand même la même logique de fond, parce que ça emploie les mêmes mécaniques. Mais par exemple, la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un conformisme dominant qui a fait que les Français ont majoritairement rallié les nazis, d'accord, ce qu'on appelait les collabos, les fameux. Alors d'ailleurs, petit rappel historique, les premiers collabos étaient tous de gauche. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, parce que tous ceux qui sont là à dire ah oui, la droite, c'est les méchants, c'est les méchants. Ouais, souvenez-vous un petit peu de votre histoire, ça vous fera, ça vous rafraîchira la mémoire. Bref, je suis pas en train de dire que la droite c'est génial, mais enfin à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Hein, les communistes, les socialistes, tous ces gens-là sont les premiers à avoir baissé leur froc devant les nazis, hein, et à avoir invité tout le monde à le faire pareil, d'ailleurs. Donc, à un moment donné, voilà. Et d'ailleurs, comme de par hasard, encore une fois, n'est pas coutume, comme on pourrait dire, face au mondialisme et à l'européisme tyrannique, qui a baissé son froc en premier? C'est encore la gauche, une fois de plus, c'est toujours pareil. De toute façon, il y a un truc, tu vois, dans ce clivage gauche-droite qui est quand même assez incroyable. C'est qu'on va c'est pas que je veux en faire toute une histoire, mais ça se voit en fait, c'est quand même fou. À chaque fois qu'on a du conformisme et qu'on a du collaborationnisme et ce genre de choses, c'est toujours à gauche. Toujours. C'est incroyable, quoi. Bon. C'est pareil, les Jacobins, les Girondins, c'est les Jacobins qui ont gagné, donc les plus conformes. Hein, les Girondins, c'était les plus libertaires. C'est ceux qui voulaient justement, ils étaient plus anards dans l'esprit, plus en tout cas dans une pensée politique de liberté, alors que le jacobinisme, c'est vraiment une pensée conformiste, quoi. Hein, voilà, on était complètement dedans, quoi, si vous préférez. Pour faire très simple, je fais des raccourcis, hein, vous m'en voudrez pas. Mais à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, vous avez, de toute façon, c'est le clivage républicain, mais c'est toujours la même chose, quoi. On pourrait extrapoler en disant que la gauche et la droite n'existaient pas avant la République, mais les penseurs qu'on pourrait dire de gauche, même au Moyen-Âge et à la Renaissance, sont toujours des penseurs qui sont conformes au pouvoir en place d'une certaine façon. Enfin, je vous la fais courte parce que c'est long à expliquer, j'ai pas le temps de faire tous les détails, mais c'est comme ça. Bref. Donc, pour conformer un cerveau, un humain, en faire un bon zombie, un bon golem, qu'est-ce qu'on fait? On tape dans sa survie. Donc, on va commencer à lui faire peur avec déjà la perte du groupe. Ensuite, on va lui faire peur avec l'argent, la bouffe, etc. Donc, du coup, en conditionnant l'accès à la bouffe, l'accès au groupe, etc., on le conforme, en fait. On le rend conforme à un système donné. Donc, on sait que, du coup, la pulsion grégaire étant très forte, l'humain va chercher prioritairement à rallier le groupe pour pouvoir maximiser sa survie. Il va plier.
Et alors, le truc, c'est qu'une fois que vous êtes dans le conformisme, c'est-à-dire que votre survie a été altérée, vous avez les chocottes, parce que l'angoisse de mort se réveille, etc. Donc, vous vous conformez au groupe, avec tout ce que le système vous demande de faire. Donc, le papas, la picouse, tous ces trucs-là, être du bon côté politiquement, donc il faut être du côté gauche en l'occurrence aujourd'hui, ça c'est le bon côté politique. On est en tout, on est le bon petit soldat, le bon petit zombie, bien conforme, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans le conformisme, dans le groupe conforme, parce que les autres, c'est des dissidents. Donc les autres, de toute façon, eux, ils ont déjà dit non. Ils ont déjà dit fuck off. Donc de toute façon, eux, ils ne sont pas concernés par le problème. Eux, ils n'auront pas peur d'être traités d'extrême droite, d'être traités de fachos, de machin. Ils ne vont pas en avoir peur parce que de toute façon, ils ont déjà acquis une espèce de force de réponse, si vous voulez, et une solidité intérieure pour résister. Donc de toute façon, eux, c'est plié. Mais dans le groupe conforme, il y a peut-être des gens qui se posent des questions avec le temps. Il y a peut-être des golems qui vont se dire, mais dis donc, peut-être qu'on n'est pas les gentils, peut-être qu'on était un peu les méchants des fois, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Alors l'autre golem, il va répondre, oh, ah bah t'as pas tort, hein. C'est peut-être pas faux ce que tu dis, parce que les golems, ils sont quand même assez limités du coup. Hein, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand vous êtes golemisé, au niveau cognitif et au niveau intelligence, vous perdez des points. Hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous pouvez les récupérer après, hein, mais c'est quand même complexe. Donc les golems, ils parlent entre eux. Tu vois. Puis il y a peut-être un golem qui est moins golem que les autres et qui se dirait, oh, attends, peut-être on est les méchants, etc., etc. D'accord? Et mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un golem qui commence à avoir un discours qui n'est pas conforme à la logique du groupe, il faut des verrous sémantiques. Il faut un système sémantique avec des mots, triggers, etc., qui vont tout de suite le disqualifier. Et le golem ne veut pas être disqualifié parce que si le golem est disqualifié, il se retrouve tout seul, banni du groupe, et il ne peut pas survivre. Et donc, soit il rallie les dissidents et je sais pas quoi, mais il sait pas si on va en vouloir de lui, tu vois. Donc, il se retrouve dans un espèce de truc un peu bizarre où il est tout seul. Donc là, il va flipper sa race, donc automatiquement, il va pas vouloir quitter le groupe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le golem, il va dire, bah moi, je crois quand même que des fois, on est un peu les méchants, hein. Et là, tu as tous les autres golems qui vont se tourner vers lui. Oh, tu fais le jeu de l'extrême droite. Alors là, c'est plié. Là, c'est bon. Là, le golem, il fait ah bah non, c'est vrai, on est les gentils. Non, c'est vrai, non, pardon, désolé, non, c'est vrai, on est les gentils. Non, je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas un méchant. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez que ce petit exemple est parfaitement débile, il n'y a pas de problème, mais psychologiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que dès que quelqu'un qui est conforme commence à se déconformer d'une certaine façon, on va lui dire mais mec, t'es fou, t'es d'extrême droite. C'est-à-dire que la question n'est pas le but, si vous voulez, n'est pas de comprendre ce qu'il fait. Le fait qu'il se pose des questions, on s'en fout complètement. Le truc qu'on va observer, c'est que il n'est pas conforme. Il est plus dans le cadre, ça va pas. Donc ça menace l'équilibre du groupe. Donc il va falloir l'éjecter. Donc soit il se conformise de nouveau, donc on lui fait un petit lavage de cerveau sémantique rapide, mais tu n'es pas d'extrême droite quand même, rassure-nous, tu n'es pas raciste, tu n'es pas fasciste, tu n'es pas... Non, non, mais je me pose juste des questions. Non, 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 non mais justement, les fascistes, ils se posent des questions. Les méchants d'extrême droite, ils se posent des questions, Jean-Luc. Donc, il faut que tu arrêtes. Sinon, tu es d'extrême droite. Donc, Jean-Luc, il finit par dire ah oui, c'est vrai. Non, mais en fait, je me pose pas de questions, c'est vrai. C'est vrai. En fait, voilà. Non, non. Et hop, il réinsère le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comprenez bien que c'est ce que l'article que je vous ai posté dans l'onglet communauté va démontrer. C'est-à-dire que dès lors que vous allez penser différemment, questionner la chose, avoir un avis qui n'est pas le même que le groupe conforme, vous allez avoir l'étiquette de l'extrême droite qui va vous arriver dans la tronche tout de suite, avec tout ce que ça implique derrière. Le but, c'est de vous discréditer suffisamment fort pour que vous ayez peur, et parce que vous avez peur, vous ne pouvez pas quitter le groupe. Donc vous restez dedans.
parce que votre pulsion grégaire va vous y ramener de toute manière. Ok? C'est ça qu'il faut voir. Et ne sous-estimez pas cette mécanique, parce qu'elle est extrêmement forte, elle est extrêmement puissante. C'est un levier social qui est énorme, en fait. Et ça marche super bien. Alors, ça marche de moins en moins bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une présence de la dissidence, il y a quand même une présence de la résistance. Ça veut dire qu'il y a une pensée qui est divergente du groupe conforme, qui continue d'exister, qui a voix au chapitre, c'est-à-dire qu'elle trouve des moyens de se communiquer, notamment via Internet, parce que regardez qu'à chaque fois vous allez voir de la censure, vous allez bien observer qu'on ne censure que ce qui n'est pas conforme au groupe. Dès que vous avez une émission, un présentateur, un penseur, n'importe quoi qui n'est pas conforme au groupe, on va essayer de le censurer. Typiquement, la dernière en date, c'est C8 avec Cyril Hanouna. Alors, Cyril Hanouna, on en pense ce qu'on en veut, mais il n'est pas conforme. Mais pas du tout. Donc, on supprime Cyril Hanouna, sa chaîne, etc. Hop, merci, au revoir. Vous voyez, c'est complètement arbitraire, mais du point de vue du système, c'est ce qu'il faut faire. Les médias sont tous subventionnés par l'État. Donc, ça veut dire que si vous avez un média qui n'est pas conforme, il va dégager. Ok? J'imagine que par exemple, si vous êtes sur RTL ou sur RMC ou sur Europe 1 ou des médias comme ça, et que vous dites des choses qui ne sont pas conformes au groupe, vous dégagez illico presto. On va commencer par vous expliquer que vous êtes d'extrême droite. Enfin, on va d'abord vous dire, mais vous n'êtes pas d'extrême droite quand même. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas penser comme ça. Et si vous dites, bah, je pense comme ça et je ne suis pas d'extrême droite, on va vous dire, non, non, c'est pas possible. En fait, si tu penses comme ça, c'est que tu es d'extrême droite. Et vous allez peut-être lui dire, bah non, je te le dis, je sais, je pense comme ça et je ne suis pas d'extrême droite. Et là, vous allez voir qu'ils vont bugger. Ça va pas marcher. Dans leur cerveau, au golem, il n'y a pas cette option. Donc ils vont dire, non mais si, en fait, et donc ils vont tout faire pour vous démontrer que ce que vous pensez est d'extrême droite, même si vous ne l'êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont des cases, si vous voulez, c'est des programmes psychologiques qui sont installés dans vos cerveaux, qui fonctionnent en toile de fond, ok, et dont personne n'a conscience. C'est un petit peu des espèces de virus informatiques qui vous empêchent de déverrouiller en fait une partie de votre cerveau, quoi, si vous préférez. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Et ça a été fait grâce au discours. Il y a un discours politique qui s'est instauré et qui a par répétition, etc., avec plein de pseudo-démonstrations de la chose, vous montre que si vous pensez différemment, vous êtes un méchant d'extrême droite. Et évidemment, vous ne voulez pas être un méchant d'extrême droite, c'est évident. Vous voulez être quelqu'un de bien, sous tout rapport. Donc, vous n'êtes pas d'extrême droite. Donc, c'est ça le truc. Sauf que, grâce à Internet, il faut quand même le dire, ce discours divergent, qui casse la pensée conforme, il est toujours présent. Alors, il n'est pas accessible de manière massive, parce qu'il va falloir faire l'effort d'aller trouver, en fait, comment dirais-je, des émissions, des bouquins, des choses comme ça, qui pensent autrement. Mais ça existe. Et ça, c'est le grand drame de l'époque, pour eux, pour le système en tout cas, c'est de ne pas réussir à contrôler tous les canaux de communication, d'accord, qui diffusent ce discours différent. Et ça, c'est notamment le pouvoir de Jupiter en Gémeaux qui va accentuer justement ce discours divergent dont je viens de parler. En fait, c'est un discours de liberté. C'est-à-dire que quand on est en train de comprendre ce que je dis, on va probablement comprendre en filigrane que ce qui se joue derrière, c'est une condition ontologique de l'être. C'est-à-dire que soit vous voulez vivre librement, selon les règles de la nature, là je pars dans la philo un petit peu, donc de l'ordre naturel, soit vous voulez vivre conforme au système, auquel cas vous serez un esclave. Et ça, c'est le plan satanique, si vous voulez. Alors, je vais faire des raccourcis de pensée pour vous expliquer. Vous avez le plan divin qui s'émancipe de manière parfaitement naturelle, avec à la clé la liberté ontologique de tous les êtres humains, d'accord? Parce que nous sommes tous libres à la base, libres dans un cadre qui est régi par les lois divines et naturelles, d'accord? Ça, c'est la condition de l'homme ontologique. Et la condition de l'homme satanisé, satanique,
c'est l'esclavagisme. C'est-à-dire, il y a un système qui vous promet une pseudo-liberté, pseudo-confort, pseudo ce que vous voudrez, en l'échange de votre énergie jusqu'à votre mort. Et cette énergie, vous n'en disposerez pas comme vous le voulez, mais comme eux l'ont décidé. C'est-à-dire qu'ils vont ponctionner votre énergie psychique, votre énergie physique, au profit d'un système qui a une fin satanique, ça c'est comme ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas jouir de votre propre vie comme vous l'entendez, vous ne pourrez donc pas poursuivre votre propre destin. C'est pas possible. Ok? Et ça, c'est le projet du diable. C'est toujours comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Vous êtes enfermé. Ok? Donc, il y a deux projets de société actuellement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre les enjeux du monde si on n'a pas d'éducation spirituelle, minimum, ne serait-ce que philosophique. On ne peut pas comprendre. Parce que l'enjeu aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Et ça va être le transit de Neptune en bélier qui va raviver ça, qui va remettre ça sur la table. Si vous avez une éducation religieuse minimum, vous allez comprendre cet enjeu. Vous allez comprendre que, en fait, il y a deux projets de société. Une société perverse et satanique qui vous propose un enfer pavé, comment dirais-je, de bonnes intentions, sous couvert de consommation, de plaisir, de désir, de ce que vous voudrez. Hein, vous pourrez vivre en esclave et ne jamais réaliser votre vie. Et vous avez un projet naturel, divin, si j'ose dire, qui est votre condition de base, c'est-à-dire de pouvoir poursuivre votre propre destin librement dans le cadre des règles naturelles et divines. Voilà. C'est les deux projets, si vous voulez, qui s'offrent à nous aujourd'hui. Voilà. Et donc, évidemment, quand on est éduqué à cette culture traditionnelle, on comprend tout ça. Mais quand on n'a plus de spiritualité, plus d'attache culturelle, qu'on est déconnecté de l'héritage de nos ancêtres, etc., on ne sait plus ça. On n'a plus accès à ça. Donc on raisonne, si vous voulez, de manière complètement différente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de vous conformer à un système, comme je l'ai expliqué, c'est la manière la plus simple, qui marche à chaque coup, de vous rallier à ce projet satanique. C'est-à-dire un projet où vous n'accomplirez jamais votre propre destinée. Donc vous-même, vous ne pourrez pas vous accomplir. Vous serez un esclave jusqu'à la fin. On vous prendra votre énergie jusqu'à la fin en l'échange de quelques deniers pour que vous puissiez au moins partir en vacances, vous reposer, avoir le sentiment que vous avez une vie bien remplie en consommant, en vous divertissant, en faisant deux, trois conneries comme ça à l'échelle d'une vie. Ça vous donnera, si vous voulez, l'espèce de sentiment que vous avez une vie bien remplie, alors qu'en fait, c'est une vie de merde, où vous ne pouvez pas jouir de votre propre liberté, où vous ne pouvez pas jouir de votre propre argent, où vous ne pouvez pas poursuivre votre destin. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, les amis, après je prendrai vos questions, chaque être humain, peu importe sa nature, il a un destin. Il est prédisposé à devenir quelque chose, à œuvrer pour un bien commun et pour quelque chose qui le dépasse. Si vous voulez, pour une espèce de transcendance spirituelle qui le dépasse. Ok ? Un bien universel comme un bien commun pour la société, etc. Il y a vraiment quelque chose de profond là-dedans. Accomplir son destin demande une liberté d'être. Parce qu'il faut que vous ayez toute la latitude possible de prendre conscience de votre chemin personnel, de pouvoir l'exaucer, de vous tromper, de reprendre votre route, etc. C'est très humain de faire ça, on fait tous ça. Quand on avance dans notre vie, bah des fois on bifurque sur un mauvais chemin, bon c'est pas grave, on se croûte un peu, on se remet debout, on repart. Et en fait, en faisant de cette manière, si vous voulez, on sillonne un petit peu les routes, et puis à un moment donné, on arrive sur une espèce d'équilibre où on peut et on touche notre essence. Okay, et quand on touche notre essence, on peut accomplir ce qu'on est. On peut offrir à soi-même et au monde le fruit de notre destinée. Il n'y a pas plus belle œuvre ici-bas dans ce monde que d'accomplir son destin. Il faut bien comprendre ça. Et il y a une profondeur là-dedans que les gens aujourd'hui sous-estiment parce qu'ils ne sont plus éduqués à ça, en fait. Mais encore une fois, la condition pour accomplir son destin, c'est la liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous vous éloignez de vous-même et donc de votre destinée. Okay, donc dans un monde satanique, dans un monde infernal, comme c'est le cas aujourd'hui, les gens sont complètement déconnectés de tout ça. Okay, et ils ont l'impression que l'existence, leur existence, c'est consommer,
se divertir et donner tout le reste de son temps à son travail. Okay, et le fruit de leur travail ne leur revient pas, mais revient à un système qui les tyrannise, en fait. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas que ça se voit. Il ne faut pas que la tyrannie, ça se voit. Donc pour pas que ça se voit, on crée l'illusion d'une société merveilleuse. Donc vous avez l'impression que le système est génial. Je peux voyager, je peux acheter ma petite maison, je peux ci, je peux ça. Et donc ça vous donne l'impression d'être libre. Non, c'est pas de la liberté, c'est du confort. Le confort, c'est pas pareil. Ok? Donc voilà les amis. Il est là le truc. Donc la pulsion grégaire est un levier magistral pour pouvoir vous emmener dans ce conformisme social. Une fois que vous êtes rentré dans ce conformisme social, le discours de l'extrême droite va être le moyen le plus simple de vous discréditer, et vous n'avez pas envie d'être discrédité parce que vous avez envie de rester fidèle au groupe. Parce que sinon vous allez avoir peur, peur de mourir, peur de ne pas pouvoir survivre, peur de ne pas être capable de tenir la résistance. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à vous avoir. Enfin, pour ceux qui sont tombés dans le panneau, hein. Je pense bien que sur cette chaîne, nombre d'entre vous sont des résistants. Sinon, vous ne m'écouteriez pas, j'imagine. Mais il faut voir cette mécanique-là, quoi. Ok? Donc c'est ça le truc. Alors, je vais prendre vos questions. Je vais prendre vos questions. En avant. Hop. On y va. Donc. Donc toujours pareil les amis, petit Q majuscule, hein, c'est cool. Voilà, Rose, merci. Comme ça, je vous trouve facilement. Où trouver ce qui est écrit dans cet agenda 2030 ? Tu as un document qui s'appelle... Alors, c'est un document de la Rockefeller Foundation qui s'appelle For the Future of... je ne sais plus quoi. Attends, je vais te le retrouver. Rockefeller Foundation for the Future of Technologies... un truc comme ça. Attends, voilà. Scénario for the Future of Technology and International Development. Voilà, c'est ça. Je vais vous mettre le lien. Ok. C'est un document qui est paru en 2010 et qui explique tout le plan qui s'est mis en place, que vous avez subi récemment. Je vous le mets dans le chat. Vous l'avez, il va arriver. Hop là. Voilà. Donc, dans ce document, vous avez le plan, l'agenda et la méthode. Vous avez tout. Voilà. Ça vous résume tout ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un numéro du New York Times qui a publié l'agenda en question, il me semble. En tout cas, qui en a parlé. Je crois que c'est... tu tapes... Attends, on va chercher ça ensemble. Je vais vous montrer déjà le document pour que vous puissiez le voir. Attendez, je vais faire quelques petits partages d'écran rapidos. C'est toujours ça de prix. Voilà. Donc ça, c'est le document des Rockefeller. Scénario for the Futures of Technology, machin. Ok, Rockefeller Foundation. Donc là, vous avez tout. Et si ma mémoire est bonne, donc voilà, ils vous expliquent pourquoi ils font ce qu'ils font, machin, le but final, le scénario, donc le déroulé du scénario dans lequel vous êtes actuellement d'ailleurs. On est dedans, là on est en plein dedans. Les tendances, etc. Et ils vous expliquent aussi en fonction du comportement des populations, comment gérer tout ça. Donc là, vous avez justement le petit continuum Lockstep, Clever Together, Hack Attack, Smart Scramble, etc. Donc ça, c'est la méthode. C'est comment ils vont vous amener à la finalité de ce projet. Lockstep, on l'a fait, c'était le Coco Circus. Donc, il crée un choc mondial, il vous enferme, etc. Clever Together, c'est ce côté, voilà, c'est ensemble, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, là, on joue sur le grégaire. On vous a fait peur, et puis après, on va vous expliquer qu'il y a une solution ensemble, donc une solution conformiste. Hack Attack,
On y va, c'est la guerre, etc. Vous verrez, hein, c'est écrit dedans. Et Smart Scramble, c'est justement l'effondrement économique, etc., qui va devoir amener des nouvelles solutions. Donc tout est écrit là, vous avez tout. Hein. Tout le programme, le déroulé, la méthode, vous avez tout dedans. Donc voilà, c'est expliqué. Et à chaque fois, ils ont, dans ces scénarios, ils ont différentes manières de vous gérer. En fait, vous allez voir, c'est écrit dedans, ils expliquent. OK. Et là, voilà, on a l'horizon de 2010 jusqu'à 2030. Donc le plan a commencé en 2010. Hein. D'accord. Et à 2030, on arrive effectivement à leur finalité, à eux en tout cas. Voilà. Et ce que nous avons expliqué sur cette chaîne, c'est que ça ne marchera pas parce que de toute façon, il va y avoir une révolution qui va écraser tout ça et la guerre aussi va participer au programme. OK. Et donc, le New York Times, si ma mémoire est bonne, New York Times, agenda 2030, ce qui me semble qu'ils en avaient parlé. Hop là, je suis en train d'essayer de vous trouver ça. Climate change is speeding towards catastrophe. Bon, ça, c'est les bêtises du réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, vous allez voir, ça fait partie de leur programme. Hein. Ça fait partie du truc qu'ils utilisent en fait pour vous conformer au truc. Il faut que je vous trouve la couverture, parce qu'il me semble qu'il y avait un numéro. Hop là. The Great Reset, voilà, le New York Times avait déjà parlé. Voilà, Welcome to 2030. I own nothing. Voilà, je ne possède rien, je n'ai plus de vie privée et de vie, je sais pas quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'était donc le New York Times 2020. Je vais vous montrer ça. Ça, vous pourrez voir. De toute façon, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que il publie tout. Il ne vous cache rien. C'est ça qui est extraordinaire. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais c'est tellement flagrant que le golem moyen, il se dit non, c'est pas possible. C'est génial. Ils sont doués quand même, hein, faut leur reconnaître ça. Hein. Voilà. The Great Reset par Klaus Schwab, New York Times. Donc ça, c'était voilà 2 novembre, mois de novembre 2020. On voit un petit peu là. Ok. Voilà, bon, grosso modo, quoi, hein, si vous voulez des sources, quoi, tout simplement. Mais le document de la Rockefeller Foundation, c'est le plus facile d'accès. Il est officiel, c'est pas de problème. Quoi. Voilà, voilà. Alors. Donc. Donc, je cherche les questions. Younes. Bonjour monsieur. Salut Younes. Avez-vous déjà entendu parler de la prophétie de l'Alliance chrétienne et musulmane? Oui, nous en avons déjà parlé sur cette chaîne et nous la soutenons. Nous la soutenons mordicus. Cette alliance doit se faire. Pas évidemment avec les radicaux barbus, les islamistes extrémistes, terroristes, tout ça. Évidemment qu'on ne parle pas de ça. De toute façon, on ne peut pas considérer ces gens comme musulmans. Mais on parle des vrais croyants qui ont une foi, une spiritualité, un ancrage dans le divin, comme les chrétiens, comme les juifs d'ailleurs aussi. Et oui, cette alliance est nécessaire. Oui, 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 bien sûr. Et on l'encourage ici. Alors, on continue. Hop, hop, hop. Alors, ça discute beaucoup là, ça discute beaucoup. Vincent Biro, je sors du système. Soit, il faut avoir des outils pour gagner mon indépendance. Je vais à la campagne. Comment avoir des outils pour le faire? Ça se construit, hein. L'autonomie, du mieux qu'on peut, ça se construit. Alors évidemment, sortir du système, on ne peut pas vraiment en sortir complètement. C'est pas possible. C'est d'ailleurs la force du truc. C'est-à-dire que si vous voulez sortir complètement du système, il vous faut une puissance militaire, il vous faut une puissance économique, il vous faut de quoi construire une autre société. Ok? Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre parce que les gens, beaucoup de personnes ont un espèce de rêve utopique.
l'autonomie, machin, etc. Bon, c'est très bien. Je loue, en fait, si vous voulez, quelque part, cette initiative. Mais il faut avoir conscience des choses. Vous pouvez vous indépendantiser le plus possible. Ça, c'est faisable. Avoir une vie la plus indépendante et qui dépend le moins possible du système. Mais vous allez devoir dépendre un minimum de toute façon du système. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de manger, de trucs comme ça, besoin un peu d'argent, de choses. Vous voyez, même si c'est au minimum. Les systèmes de monnaie parallèle, comme alors c'était les grains de sel à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, il doit y en avoir d'autres, il y a de nouvelles monnaies qui peuvent très bien, vous pouvez lancer ça, etc. Mais faites attention parce que dès lors que le système va être au courant, il va vouloir détruire le truc, de toute façon. Et si vous, à la limite, si vous arrivez à créer une micro-société parallèle qui fonctionne complètement indépendamment du système, le système va vous envoyer la police. Vous prenez par exemple les ZAD, les choses comme ça, qui sont des systèmes complètement alternatifs. Alors, plus ou moins bien, après ça, chacun y voit midi à sa porte, c'est pas le souci. Mais une ZAD, à la base, l'idée, c'est d'avoir un système organisé complètement indépendant du système. Ok. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Le système vous envoie la police. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'elle vous envoie la police et vous n'avez pas de force armée pour répondre. Et vous ne pouvez, parce que si vous voulez, sortir complètement du système veut dire avoir une terre que vous pouvez pérenniser et que vous pouvez défendre. D'accord? Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne tiendrez pas. Donc, on est dans une logique, si vous voulez, où il faut plutôt essayer de gagner un maximum d'indépendance et attendre que, si vous voulez, il y a un mouvement de révolte qui soit suffisant pour, justement, renverser la vapeur. Donc c'est avec une force armée, une réponse militaire, enfin un militaire armé, quoi, capacité à répondre à la violence du système. C'est pour ça qu'il y aura une révolution. Sinon, vous ne pouvez pas tenir, quoi. Pareil, quand on parle d'indépendance des régions, moi je trouve ça très bien, hein, l'indépendance de la Savoie, l'indépendance de la Bretagne, ou l'indépendance de la Corse, ou des choses comme ça. Moi, je ne suis pas contre. Je serais même plutôt pour, d'ailleurs. Moi, dans ma manière de voir la politique, je suis pour l'indépendance des régions, un petit peu comme les États-Unis. Si vous voulez que vous avez chaque État est indépendant et a son propre gouverneur, et c'est rattaché à un pouvoir central. Ça, c'est un système traditionnel. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner en France. Les régions devraient avoir leur propre indépendance, avec leur propre gouverneur, leur propre chef, si vous préférez, et tout ça devrait être rattaché à l'État central. Voilà. Qui lui, en fait, son rôle, c'est de protéger le bien commun, les frontières, les machins, etc. Mais son rôle, c'est pas de venir expliquer aux Bretons ou aux Corses comment faut vivre en Bretagne et en Corse, quoi, pour caricaturer. Donc moi, je serais plutôt pour ça, des régions indépendantes. Mais le problème, c'est qu'en l'État, vous avez un pouvoir central qui sera contre vous. Si la Bretagne veut son indépendance, l'État français sera contre. Donc l'État français va d'abord essayer de couler la Bretagne de manière financière, avec des apports, importations, machin, bref, et elle pourrait ensuite lui envoyer carrément l'armée. Parce que si vous déclarez que ce territoire n'est plus français, la France peut répondre et peut opter pour une reconquête de ce territoire. Et si vous n'êtes pas coopératif, la reconquête, c'est par la force. Et par la force, si vous n'avez pas de force pour répondre, si vous n'avez pas d'armée bretonne pour répondre, bah vous êtes foutu. Et en l'occurrence, bah, on ne va pas se mentir, ni la Bretagne, ni la Corse, je ne sais pas, ni la Savoie, ni l'Alsace, ni ce que vous voudrez, le Pays Basque, n'a d'armée, en fait. Vous voyez, et c'est ça, en fait, c'est une logique naturelle. Hein. Vous voulez prendre votre indépendance, vous pouvez. Êtes-vous capable de tenir? C'est autre chose. C'est juste de la pure logique, quoi. Vous voyez? Donc, du coup, c'est plutôt par une voie différente, en tout cas pour la France, que les choses peuvent se passer. Mais on en a déjà parlé, ça, dans d'autres émissions. Voilà. Alors, Gilles. Il y a aussi des protocoles
Il y a aussi le protocole de Sion. Non, ça, c'est des trucs. Là, on est dans le turbo-complotisme. Moi, c'est pas ma came, tout ça. D'ailleurs, on sait que ça a été complètement débunké, ce truc-là, d'ailleurs. Agnan Randou. Mais les sociétés ont toujours fonctionné ainsi, sur le modèle de l'esclavage. Non, c'est pas vrai. La liberté est l'exception. C'est pas vrai du tout. En quoi notre époque serait plus satanique qu'une autre? Alors, ça, c'est. Pour moi, si vous voulez, on est dans. Justement, on va prendre l'exemple du Moyen-Âge. On va même prendre l'exemple. On peut parler de Rome. Alors, Rome, ça reste un peu plus bourrin, parce que Rome, c'est un empire. Il y a un côté très matérialiste dans Rome, donc ce serait peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ce qu'on considère comme étant de l'esclavagisme dans l'Antiquité ou même au Moyen-Âge n'a strictement rien à voir avec l'esclavagisme tel qu'on l'a considéré, ne serait que pendant la traite des Noirs, par exemple, ou même dans notre époque moderne. Je vais essayer d'expliquer ça très brièvement. C'est un gros dossier, je suis désolé, je ne pourrais pas trop développer, mais il faut comprendre la logique de fond. L'esclave, celui qu'on va appeler esclave dans l'Antiquité, c'est une personne. Alors, soit c'est une prise de guerre, c'est-à-dire que vous avez conquis un territoire et du coup, ceux qui ne veulent pas plier deviennent esclaves, mais ça, c'est la guerre, c'est un autre contexte. C'est encore le cas, de toute façon, c'est pour toujours, ça fonctionne comme ça, malheureusement. Mais vous avez aussi, surtout, les esclaves qui sont en fait la fameuse 4e caste dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la caste sans caste. Et ça, c'est la logique d'organisation traditionnelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on ne sait pas où mettre, parce que ce sont des personnes qui ont des difficultés à rentrer, à s'insérer dans la logique du système, dans la société, comme on dit. Donc du coup, on en fait des esclaves. Ça veut dire qu'on va essayer de leur donner une fonction pour qu'ils arrivent quand même un temps soit peu à s'élever dans la société. On peut prendre l'exemple du stoïcien, j'ai perdu son nom, le manuel d'Épictète. Épictète qui était un esclave, mais qui, grâce à cette condition, il a pu s'élever un minimum et devenir quelqu'un, en fait. C'était possible, ça. Au Moyen-Âge, pareil, avec les serfs. Les serfs, certains sont devenus des commerçants, certains ont réussi à gravir les échelons dans la société pour s'accomplir. Donc, depuis la servitude, la servilité, je ne sais pas comment on peut dire, l'esclavage au Moyen-Âge, disons ça comme ça, on permettait à certains de s'élever quand même. Donc, c'est de l'esclavagisme, au sens où, effectivement, on prend quelqu'un, on lui donne une tâche qui nous sert évidemment à quelque chose, mais par le biais de laquelle, quand même, lui va pouvoir s'élever et devenir quelqu'un. Et ça, c'est vu dans l'histoire. Ça, c'est un résumé que je fais. Ça, c'est l'esclavagisme dans l'Antiquité et les Moyen-Âge. Alors, d'un point de vue moral, tout se discute, il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, c'était ça, l'esclavagisme à l'époque. Ça veut dire que l'esclave avait une possibilité d'évolution et on pouvait l'extraire de cette 4e caste dont j'ai parlé. Ok, ça marchait pas à chaque coup. C'est pas voilà. Et évidemment qu'il y avait des esclaves qui étaient maltraités, d'autres mieux traités. De toute façon, je vous dis pas que c'était reluisant, mais ce que je vous dis, c'est que c'était pas non plus ce qu'on nous vend aujourd'hui. Aujourd'hui, et notamment quand on observe par exemple l'esclavagisme des Noirs africains. Je parle du monde occidental parce que l'esclavagisme a existé partout, dans toutes les ethnies du monde. Les Noirs ont fait de l'esclavagisme, les Arabes ont fait de l'esclavagisme, les Blancs ont fait de l'esclavagisme, tout le monde a fait de l'esclavagisme, donc c'est pas la peine de faire une compétition, tout le monde l'a fait. Quand on était dans cette époque de l'esclavagisme, de la traite négrière, c'était avant tout du commerce. Ce qui n'était pas le cas dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. On ne cherchait pas à faire le commerce de l'esclavagisme, on ne cherchait pas à ce que ce soit la priorité et le but principal. Ça se faisait, mais c'était d'abord sortir des gens de la 4e caste, comme j'ai expliqué. Après, avec la déchéance des castes, comme vous le savez, c'est l'anacyclose de Platon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez le schéma, on arrive à la bourgeoisie qui prend en fait le dessus. Et là, justement, s'instaure une logique commerciale, et là, on fait des pépettes avec l'humain. On vend des êtres humains pour faire du pognon, on achète des êtres humains pour maximiser notre production, etc., etc. On est vraiment dans une logique commerciale brute, ça c'est la traite négrière, c'est ça, si vous voulez. Quoi. Mais dans la traite négrière, l'esclave n'a aucune possibilité d'évolution.
il reste esclave jusqu'à sa mort. C'est tout, en fait. Il n'a pas la possibilité de s'émanciper de sa condition d'esclave. Or, dans l'Antiquité au Moyen-Âge, c'était possible. Ça pouvait être possible. Il y avait des conditions, évidemment, ce n'était pas forcément d'une évidence crasse, si j'ose dire, mais c'était possible. Après, c'est plus possible. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas possible tout le temps. C'est-à-dire que si vous voulez demain accéder à l'élite de la nation, il y aura des conditions et on rentre pas dans le club, ne rentre pas dans le club qui veut. C'est-à-dire que nous sommes tous esclaves d'un système, mais c'est pas dit qu'on nous autorise à nous élever plus haut que eux. Vous voyez ce que je veux dire? Le but du jeu est quand même de vous maintenir dans notamment le salariat et ce genre de choses, pour que vous n'ayez pas envie de vous émanciper et d'aller plus loin, et surtout d'accomplir votre destin, parce que c'est ça aussi qui est important derrière, comme je l'ai déjà expliqué. Donc l'esclavagisme moderne ressemble un peu en tout point à l'esclavagisme de la traite négrière, c'est-à-dire un système de commercialisation de l'énergie humaine, en l'occurrence, qu'on va maintenir dans un état tel quel, sans perspective d'évolution. Parce que si vous évoluez, vous pouvez vous libérer de l'esclavagisme. Si vous vous libérez de l'esclavagisme, le système se casse la gueule, d'une certaine façon. Je fais des raccourcis encore une fois, parce que c'est très long à expliquer tout ça. Il y a beaucoup de détails à donner. Donc vous comprenez. Donc on n'a pas toujours été des esclavagistes au sens commun où on l'entend aujourd'hui. Parce que quand on regarde l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, pour faire simple. J'essaie de faire simple. Je suis désolé, c'est un vrai sujet à part entière, ça. Eras, ouais. Bonjour Guillaume, salut à toi. Sans te prêter un rôle d'Ovat. Ok, sous quel horizon temporel pressentirais-tu le finish du projet malthusien des Guidestones? On n'est pas loin de la fin. On en a parlé. Pour moi, alors, je ne peux pas prédire, entre guillemets, hein, je ne peux pas augurer de comment ça va se passer dans la forme avec certitude. Et je ne peux pas augurer de comment ça va se passer partout dans le monde, j'en sais rien, je ne suis pas capable. Par contre, dans ce que je peux pressentir dans mon pays, une révolution, c'est certain. Une révolution du peuple contre le système tyrannique, ça c'est certain. La forme que ça va prendre, on verra, parce qu'on est dans une époque où la violence est quand même plus faible que des époques qu'on a passées, donc peut-être que la forme sera plus douce, je ne sais pas, j'en sais rien. La forme, on verra, mais il y aura une révolution, c'est sûr. Et à mon avis, attendez voir. On va faire un petit coup d'astro rapide. Attendez, hop, on va regarder un petit peu ça. Parce que c'est une révolution, c'est progressif. Hein, c'est un truc qui s'instaure au fur et à mesure. Alors, il faudrait que je regarde le thème de la République pour pouvoir voir un petit peu comment ça passe. Mais bon, là, Pluton rentre en Verseau et rétrograde. Là, je suis en train de regarder niveau astro. On va attendre, faut attendre qu'il... Comment dirais-je? Parce que là, il va revenir à 29 degrés. Bah, déjà, novembre prochain, ça va être rigolo, là. Il faut attendre qu'il rentre vraiment dans le Verseau. 2 degrés, 3 degrés. Voilà. Ouais, déjà là, 2025, ça va être intéressant. Ouais, je vous la fais très courte, hein, parce que alors, les oppositions au milieu du ciel aussi, ça va être intéressant. C'est-à-dire dans la période de juillet 2025, là. En plus, il y aura la conjonction Saturne-Neptune. Bon, 2025, ça va commencer à être chaud patate déjà. Là. On va rentrer dans le truc. Mais c'est pas fini. Hein. C'est un processus qui va durer plusieurs années. Hein, ça, c'est sûr et certain. Voilà. Elle qui a ta définition du conformisme est très claire. Ok. Mais comment, à l'inverse, ne pas tomber dans le piège de l'anticonformisme? Être toujours en désaccord avec la masse. Bah, je ne sais pas. Si tu veux, le problème, c'est pas tant de savoir s'il y a un piège anticonformiste. Le tout, la vraie question, c'est dans quel modèle on veut vivre. La vraie question, c'est ça. Parce que dans tout modèle, tu auras un peu de conformisme et un peu d'anticonformisme. Tu peux avoir des modèles extrêmes et tyranniques qui sont ultra conformistes, comme c'est le cas aujourd'hui. Tu peux avoir des modèles complètement utopiques qui sont anticonformistes, comme par exemple ce que proposent les bords d'extrême gauche.
L'extrême gauche, c'est pas de frontières, pas de règles, pas de chef, pas d'armée, pas de police, rien que dalle. Donc anticonformisme total, pour caricaturer le propos. Ça marche pas non plus. Donc en fait, c'est toujours un équilibre des deux, quoi. Donc la question à se poser individuellement déjà, c'est quel modèle on veut. Est-ce qu'on veut un modèle où prédomine la liberté, ou est-ce qu'on veut un modèle où prédomine le confort? Parce que confort, tu sais, si on joue avec la langue des oiseaux, confort, conformisme, ça va avec, hein, quelque part. Hein. D'accord? Donc c'est déjà la première question qu'il faut se poser pour moi. Après, la question, c'est une fois qu'on sait ce qu'on veut, c'est comment on l'instaure. Et après, la modalité de structuration, etc., comment ça se construit politiquement, ça se fait en même temps. Awareness, yes. Est-on arrivé au moment du test comment je me positionne dans le monde et la place que je suis venu occuper pour mon bien et celui de tous? Oui, bah bien sûr qu'on y est. On y est depuis qu'ils ont enclenché le Coco Circus. Le Coco Circus 19. Depuis qu'ils ont mis ça en route, on est dans la phase de test. C'est là, l'histoire vous teste. Alors, vous êtes quel camp? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que je répondais à la question au-dessus, c'est quel projet vous voulez? Vous voulez la liberté ou vous voulez le conformisme social? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la liberté ou l'enfer? Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, en fonction de votre choix, vos actes doivent suivre. Votre discours, vos actions, etc. doivent suivre. C'est comme ça. Alors, Myriam, tout est inversé en ce moment. Même beaucoup de gens, enfin personnel, je découvre leur vrai visage. Je ne comprends pas ta question, c'est pas une question ça. En tout cas, tout est inversé. Oui, tout est inversé, ça c'est sûr. Chris Ram, foutre son poing dans la gueule d'un casse-couille, peu importe sa pensée et couleur, est-il bien ou mal? Moi, je pense que c'est naturel. Tout dépend des circonstances. C'est-à-dire que si on en arrive à foutre un bourre-pif à quelqu'un, c'est que ce quelqu'un veut nuire à notre intégrité physique. Sinon, il n'y a pas lieu de le frapper. On ne frappe pas quelqu'un qui n'a pas l'intention de nous frapper. Ça ne sert à rien. Utiliser la force, c'est parce qu'en face de nous, on veut l'utiliser pour nous nuire. Donc là, c'est justifié d'utiliser la force. Mais sinon, t'en fous, en fait. Tu vois? Marine. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour Marine. Est-ce qu'il n'y a pas un effet cliquet entre l'avant, la peur du rejet du groupe, et l'après, l'accomplissement de son destin, le devenir soi? Merci. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un effet cliquet. C'est quoi un effet cliquet? Si tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, parce que je pourrais répondre à ta question. Parce que je ne sais pas ce que c'est du coup. Derek. Guillaume, tu n'as pas répondu à ma question sous ta vidéo sur la cérémonie des JO. D'accord. Pourquoi Marie-Antoinette a-t-elle été affublée d'une robe rouge? Bon, il y a forcément une envie symbolique, j'imagine. Couleur du sang, etc. On peut y voir quelque chose de symbolique. Probablement ça. Après, le message derrière, de toute façon, le message est très simple. Tu vois Marie-Antoinette, la tête décapitée dans ses mains, pour moi, pour faire simple, c'est un crachat à la gueule de la noblesse française. Alors, je ne vous dis pas que les nobles étaient tous des enfants de cœur, mais enfin, quand tu vois les républicains qui arrivent derrière, c'est encore pire, quoi. Allez voir le travail que Marion Sigaud a fourni sur la Révolution française. Vous allez voir les mecs qui sont à la tête de la Révolution française, vous allez voir qui c'est, vous allez comprendre quelle heure il est. Hein. Je préfère encore la noblesse, hein. Même quand elle était décadente. Hein. C'était moins pire. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, à la noblesse, à l'époque, on lui a prêté des choses qu'elle n'a pas faites aussi. Et ça, c'était les républicains qui voulaient la salir, la noblesse. Donc il y a eu beaucoup de mensonges de part de la République pour pouvoir l'instaurer, cette République de merde. De toute façon. C'est clair, hein? Slipnir Wunjo, yes, le lieu de naissance des membres du gouvernement récemment nominés au gouvernement ne dépassant pas 17 km, peut-on parler de démocratie? Mais il n'y a plus de démocratie depuis belle lurette, les copains. C'est terminé, vous êtes en tyrannie depuis au moins une vingtaine d'années, si c'est pas plus.
une tyrannie, une dictature qui ne se montrait pas avant, que vous ne perceviez pas avant, mais qui maintenant est bien présente. La démocratie, elle est finie depuis, pour moi, hein, personnellement, la démocratie, elle est finie depuis la fin de la Seconde Guerre. Quand De Gaulle se barre, c'est la mafia khazare qui débarque, c'est fini après. Il n'y a plus de démocratie. Là, simplement, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui est présent depuis belle lurette. Vos votes sont manipulés depuis longtemps, parce qu'on manipule vos cerveaux depuis longtemps. La 5e République, ça n'est que manipulation, mensonge, ingénierie sociale et compagnie. Hein, c'est tout. Les candidats qu'on vous montre sont tous présélectionnés avant, ne vous représentent aucunement, il n'y a plus de bien commun, etc. Il n'y a plus de démocratie, quoi. Et là, on voit le vrai visage du truc, c'est-à-dire une dictature. Une dictature molle, souple, soft, à coup de manipulation mentale, mais une dictature quand même. Donc on est dans la dernière phase de l'anacyclose de Platon, la tyrannie. Voilà. Voilà, voilà. Alors, Elkia. Yes. Ta définition du courant. Ah oui, bah d'accord. Ça, on a déjà vu. Ça, nous avons déjà vu. Ok. Tom. Kraki. Est-ce une bonne idée de contrer les discussions des golems par des questionnements du genre si t'es antispéciste, un combat de boxe au JO entre un homme et un kangourou, ça tirait? Très bonne. J'aime bien les trucs comme ça, faire bugger un peu. Oui, tu peux t'amuser. Moi, ça m'amuse. Enfin, là, je le faisais avant. Maintenant, j'ai autre chose à foutre. Mais pendant longtemps, comme ça, je m'amusais à court-circuiter cette pensée dominante. Dans tous mes groupes de potes, ça me faisait rire parce qu'ils se conformaient assez facilement. D'ailleurs, je me faisais toujours rejeter du coup à la fin. Ça devenait assez insupportable. C'était le problème d'être ascendant Scorpion. Du coup, j'avais un autre copain qui. Ah, j'adorais ça quand il faisait ça. Un autre copain comme ça qui s'amusait à court-circuiter leur truc. Alors, il y avait cette espèce de truc indépassable, c'est le point Godwin du nazisme. Tu vois. Et alors, quand ça parlait de ça et tout, ouais, les nazis, les machins. Et puis mon pote, il disait, ouais, enfin, quand même, ils ont construit des autoroutes, etc. Ils ont quand même, enfin, des routes et tout. Ils ont quand même rehaussé l'économie allemande, les nazis. Tu vois, sous-entendu, ils ont fait des trucs bien. Putain, là, ça découpillait. Ouais, comment tu peux dire ça? Mais tu te rends compte, c'est des nazis! C'est des nazis! Les gens, ils devenaient fous, toi. Alors nous, après, on avait les pop-corn, on rigolait, quoi, tu vois, c'était marrant. Parce que c'est là où on voit la psychologie, en fait, et comment on manipule les cerveaux. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie du nazisme, vous avez bien compris. Hein. Évidemment que c'est un régime de merde, évidemment, etc. Mais c'est le court-circuit qui est rigolo. Et donc ça, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai déjà fait à la mairie, à un moment donné, comme ça. Je m'étais pointé pour demander je sais plus quoi à la mairie. Et la personne me dit, alors évidemment c'était un truc problématique, ça posait souci, donc la personne me dit oui mais monsieur vous comprenez, je suis mais attendez vous me mégenrez là. Alors la pauvre au guichet, ah pardon machin, j'étais mort de rire. Donc c'est rigolo, faut s'amuser hein, on s'amuse hein. Donc oui tu peux proposer un combat de boxe contre un homme et un kangourou ou contre une transgenre, un ou une transgenre, enfin moi j'appelle ça un mutant versus un tigre du Bengale, tu vois, sympa. Tu vois. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui est génial avec l'idéologie du moment, c'est que tout est possible. Mais tout, l'absurde le plus total, etc. Quoi, c'est génial. Voilà. Alors, Elkia, bah, on a encore vu ta question. Ok, Natalia, yes. La figure de Marie-Antoinette avec la tête coupée était une copie de Saint-Denis, le symbole de Paris. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bon, après, tu sais, moi, le décortiquage symbolique avec oui, c'était ça, en fait, c'était ci, en fait, c'était ça, euh, ça, c'est pour moi, alors je suis désolé, c'est pas pour toi que je dis ça, évidemment, mais c'est de manière générale, c'est beaucoup plus de la masturbation intellectuelle que de la symbolique pure. Le symbole, comprenez une chose, quand vous êtes face à un symbole, la première réaction, elle est instinctive et émotionnelle. C'est la chose qu'il faut comprendre, c'est quelle émotion vous allez ressentir
et quelle intention se cache derrière. Le reste, c'est du blabla intello, c'est pas tellement, enfin, c'est pas que c'est rigolo, mais c'est pas le plus important. Parce que la puissance du symbole, c'est d'avoir un impact sur votre monde intérieur. Et cet impact, il est avant tout émotionnel et instinctif. Et on l'a expliqué ça déjà. Alors, Airtwiller 85, ouais. Que penses-tu de faire résonner les cloches de nos églises sur tout le territoire national pour la journée du 11, clôture des JO, ne serait-ce qu'une belle quenelle qu'on leur glisse? Ouais, ça peut être sympa, ouais. Oh, la cérémonie de clôture, à mon avis, ça va être coton aussi, les gars. Ça va être beau, ça va être du lourd. On va encore en prendre plein la gueule. Alors, Vincent Biro, le troc peut encore se faire, oui, sans que les autorités soient au courant. Bien sûr, mais ça, oui, bien sûr. Mais tu sais, faut pas rêver. Tu peux pas échapper complètement au système. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit, si tu veux complètement rompre avec le système, monte une armée, prends un territoire, protège-le. Voilà. Enfin voilà quoi. Tu vois. Et là, le système, tu le niques. Il n'y a pas de problème. Alors, Elkia encore. Bon, Elkia, ta question, on l'a vue, t'inquiète. Hein. Ok, je cherche vos questions. Nicolas. Hop là. Salut Guillaume, salut Nicolas. Je ne veux pas paraître hors sujet, mais que penses-tu des injonctions sociales, des pressions de la société du type faites des enfants avant 30 ans, vous devez vous marier? Je comprends pas le sens de ta question, je vois pas le rapport avec la choucroute, effectivement. Euh, bon, je suis désolé, ça fait pas sens. Tu penses quoi de René Guénon? J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est une bonne entrée en matière pour pas mal de sujets. Nicolas, as-tu déjà reçu dans ta vie perso des pressions sociales ou toutes sortes d'injonctions? Oui, oui, oui. Alors, toutes sortes d'injonctions, j'en reçois tous les jours en commentaire. Tous les jours. Des pressions, des menaces, des injures, des critiques acerbes, des choses comme ça, tous les jours. Là. Ça n'arrête pas. Donc déjà, il y a ça. Physiquement, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, 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 oui. Bon, c'est la vie, hein. Si vous voulez que je vous dise. Moi, je fais partie de cette catégorie de gens qui ont pris en main à échelle individuelle la sécurité. Donc moi, je me suis équipé personnellement pour être capable de répondre. Donc voilà. Disons ça comme ça. Ah, du coup. Mais bon, ça peut arriver à tout à chacun. Je veux dire, vous savez, comment dirais-je c'est un fait que si vous voulez prendre votre liberté, de toute façon, le système va vouloir vous la prendre. C'est évident. Donc il faut être capable de répondre à ça, de se protéger au maximum, du mieux qu'on le peut. C'est possible. Jean Robin, est-ce que le communisme est derrière mai 68? Particulièrement le communisme, je ne saurais te le dire. Le socialisme, oui, et ça peut se démontrer. Le communisme, je ne saurais te le dire. Je ne sais pas. Mais pour moi, si tu veux, alors je vais faire un raccourci encore une fois, parce que c'est des questions qui sont complexes, mais elles sont bonnes, ces questions, mais elles sont complexes. C'est-à-dire qu'il y a des continuums entre le socialisme et le communisme. Ça reste de la gauche qui change simplement de coloration, si tu préfères. Mais quand tu regardes la pensée socialiste, en fait, c'est pas très différent de la pensée communiste, etc. Il y a une question de degré, en fait, de variation de degré, mais ça reste de la gauche. Pour faire très simple, quoi. Et pour le coup, la question de mai 68, c'est la gauche qui est derrière, effectivement, avec le socialisme libéral, etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Pour faire simple. Vous posez des questions qui sont passionnantes, mais alors pour répondre, il faut 4 heures, quoi. Donc voilà le truc, quoi. Jean-Louis, la République est-elle le problème de la France? Oui. Ah oui. Et puis pas qu'un peu. Hein. Ça c'est clair.
Oui, oui, c'est un sacré problème. Ouais. C'est le problème. Ouais. Il n'y a pas que ça, hein, mais pour nous en France, pour nous Français, la République, c'est le problème fondamental. Oui, c'est qu'il va falloir en sortir de cette merde tôt ou tard. Anne Rwandou, yes. Notre seule liberté n'est-elle pas notre conscience hors du monde? C'est la première des libertés. Et ici-bas, l'inévitable royaume de Satan. Ben, c'est pas qu'il est inévitable, c'est-à-dire que c'est une chose qui diffère avec la pensée gnostique. Moi, si tu veux, je suis pas un gnostique qui pense que le monde est créé par le démon, le mauvais démiurge, et qu'il n'y a aucune autre possibilité que le salut de l'âme pour se racheter et pouvoir s'élever jusqu'au Dieu bon, qui serait le bon Dieu, etc., etc. Bon, moi, je crois pas en ça. Mon expérience, qu'elle soit parfaitement spirituelle ou parfaitement humaine, ne me conduit pas à conclure ça. Voilà. Moi, ma conclusion par rapport à ma vie actuelle, voilà, c'est le monde est merveilleux, mais il peut devenir un enfer sous certaines conditions. Et là, on rentre dans la doctrine des cycles, qui explique comment il y a cette bascule possible. Ok. Donc pour moi, le monde n'est pas satanique de base, il est merveilleux, il est bon en tout point. Il n'y a pas de problème. Mais, selon la doctrine des cycles et selon certaines conditions et modalités du temps, les humains peuvent dégrader, si vous voulez, cette espèce de paradis terrestre pour en faire un enfer. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, on me demandait tout à l'heure si j'aimais bien René Guénon. Oui, et il a très bien expliqué cette logique-là d'ailleurs. Moi, je prends souvent l'exemple de Platon avec l'anacyclose parce que c'est expliqué dans la République de Platon. Mais c'est une logique traditionnelle qui appartient à notre culture. Dans toutes les structures indo-européennes, vous retrouvez cette logique cyclique. Hésiode en parle dans les Travaux et les Jours, avec les 4 âges de l'humanité, etc. Vous trouvez ça avec les Manvantara, vous trouvez ça chez les druides aussi, enfin bref, je vous la fais courte, mais voilà quoi. Donc évidemment que notre conscience est notre première liberté, inaltérable d'ailleurs, mais justement, il faut acter ça dans la vie. Enfin, ça, c'est parce que moi, je défends un projet chrétien. Donc, je défends un projet où la liberté prime sous la gouvernance du divin, voilà, et des lois de la nature. Donc, bon, forcément, je peux pas adhérer, si vous voulez, à la République, à toutes ces conneries. C'est pas possible, hein, forcément. Alors, hop, 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 je continue à chercher vos questions. L'effet cliquet, Marine, égale au sens de processus qui empêche tout retour en arrière. Ah, d'accord, ok. Oui, donc je me souviens de ta question. Oui, on peut quand même considérer que une fois qu'on a passé le cap dont tu parlais tout à l'heure, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. On peut toujours trébucher, se gaufrer et revenir en arrière. Tu sais, c'est un petit peu l'exemple comme dans le film Matrix, pour ceux qui l'ont vu. Je ne sais plus comment il s'appelle, un membre de l'équipe du Nebuchadnezzar qui lui décide de quitter en fait. Voilà, il veut revenir dans la matrice. Il veut revenir dans la matrice et reprendre le goût du plaisir, etc., etc. Donc il va trahir son groupe, etc. Et puis voilà, probablement vous vous souvenez du film. Je ne sais plus comment il s'appelle le personnage en question, mais du coup lui il rétro-pédale quoi. Donc il est toujours possible, si vous voulez. Il y a toujours des cas où voilà. Mais de manière générale, quand on a passé ce cap, on ne peut pas revenir en arrière. C'est évident. Estrelle. Je vais vous quitter après, les amis, là. Est-ce que les satanistes qui nous gouvernent ne cherchent pas justement à nous amener à la révolution ou à une guerre civile afin de pouvoir justifier d'un pouvoir basé sur le contrôle? Oui, mais tout. Vous savez, dites-vous bien un truc, pour faire très simple. Voyons les choses simplement, d'abord. Après, dans la forme, on verra comment ça se passe. Un sataniste, vraiment de base, il est prêt à tout pour asseoir son projet. Donc, peu importe, peu importe par quel moyen, moyen doux, moyen fort, ce n'est pas le problème. De toute façon, il ira au bout de son objectif. Donc, est-ce que les gouvernements, machin, pourraient faire ci, ils pourraient faire ça, ils pourraient faire tout ce qui est en leur pouvoir, pourvu que ça puisse asseoir cet enfer qu'ils veulent contrôler. Donc, cherchez pas à comprendre. Ils sont capables de tout. Voilà, tout, absolument tout. Donc, si vous voulez,
ça peut passer par plein de chemins différents. Il s'agit d'après d'être à l'affût pour faire au mieux, quoi. Voilà. Alors, Nicolas encore. Ne trouves-tu pas qu'il y a une pression sociale concernant le fait que les gens doivent faire des enfants à tout prix? Non, c'est pas un conformisme social, c'est une logique naturelle. La nature nous pousse à nous reproduire. C'est de la nature, ça. C'est pas du tout du conformisme social. Voilà, on a un instinct naturel de reproduction, ce qui est normal. Tout dans la nature est fait comme ça. Les animaux, les végétaux, tout se reproduit pour que la nature continue son chemin. C'est juste normal, en fait. Il n'y a pas de pression sociale à la base. Il n'y a pas de conformisme. Après, politiquement, ça peut être récupéré, manipulé pour orienter des trucs, machin. Oui, bah, toujours, de toute façon, voilà. Mais à la base, se reproduire, c'est juste la nature même des choses. Voilà. L'avocat du diable. Pourquoi, à ton avis, les X ont interdit, alors je ne sais pas ce que c'est, les IKLS, ont interdit la révolte des casseroles, ne serait-ce à cause de la magie moyenâgeuse qu'on appelle sonner le chaudron? Je ne comprends pas ta question, je suis désolé. T'es beurre doux ou beurre salé? Ah, mais beurre salé, mon ami. Attends, on sait d'où on est, on sait où on vit quand même. Alors, Mathieu. Quelle est la différence entre un sataniste explicite, comme celui de Dark Throne, tu parles, et celui d'une Lady Gaga qui se veut implicite, caché, petite ref à la vidéo sur les JO? Bah déjà, sataniste explicite, Dark Throne, absolument pas. Dark Throne, c'est des trolls, en fait. Bon, quand on connaît un peu l'histoire du black metal, on sait où se trouvent vraiment ceux qui se disent satanistes, mais c'est pas Dark Throne du tout. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Lady Gaga qui se veut implicite, cachée. Bah, la différence, tu l'as fait dans l'expression de la chose, quoi, tout simplement. Un mec qui se dit sataniste et qui ouvertement fait des trucs comme ça, et l'autre qui cache les choses, bah, tu réponds à ta question en même temps que tu la poses, quoi. C'est le degré d'expression du problème. Alors, le profane profané, yes. Pourquoi est-ce qu'ils nous signent de partout avec leur 666? Exemple, c'est non, mais ça, c'est des trucs, on s'en fout. D'ailleurs, le 666 n'est pas du tout à la base un chiffre associé au satanisme, etc. C'est dans l'Apocalypse, c'est un nombre d'hommes. Il est dit que c'est un nombre d'hommes qui devient problématique à un certain gramme. Mais ça, alors là, c'est des questions de guématrie, machin. Même pas, je rentre là-dedans, c'est beaucoup trop technique et les gens vont décrocher. Mais bon, c'est comme le pentagramme inversé qui n'est pas du tout satanique au départ. La croix inversée n'est pas satanique au départ. Tout ça, c'est des symboles qui sont devenus sataniques avec le temps. Notamment, par exemple, le pentagramme renversé devient satanique avec la vague des néo-occultistes avec Eliphas Lévy et compagnie. À la base, ça ne l'est pas. Enfin, tout ça, je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne. De toute façon, ce qu'il faut qu'on compreniez, ça c'est un truc de base. Le diable n'invente rien. Il récupère ce qui est existant et il le pervertit. C'est tout ce qu'il fait. Donc il récupère ce qui existe et il en fait quelque chose de satanique. Il le détruit, il l'inverse, etc. Mais c'est tout ce qu'il fait, le diable. Il crée rien, en fait. Alors, Nicolas, je suis persuadé qu'on reste malgré tout maître de sa vie et de son destin. Qu'en penses-tu? Ça dépend pour qui. Porco Rosso, tu as parlé de l'enfer comme l'enfermement. Oui, confort, conformisme. Oui, c'est des jeux de mots avec la langue des oiseaux, ça. En quoi la tradition est différente du conformisme, vu comme un cadre dans lequel s'inscrire? En fait, le conformisme, c'est de plier tout le monde à une uniformité, à un truc, voilà. Ce qui n'est pas le cas dans un monde traditionnel. Dans un monde traditionnel, déjà, la première chose, c'est que tout le monde peut poursuivre son destin au sein d'un cadre donné. En fait, c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens, c'est cette espèce de paradoxe qui dit que, en fait, nous évoluons en toute liberté dans un cadre régi par des règles. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre. Le conformisme, c'est nous évoluons dans un cadre régi par des règles. Point. Donc la différence entre tradition et conformisme social, comme on a expliqué, c'est que dans la tradition, tu respectes les règles de la nature et les règles divines, et tu as toute la liberté d'agir dedans comme bon te semble. Ok ?
Dans un conformisme, tu respectes les règles du conformisme, parce qu'il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de tradition dans un monde conformiste actuel. Et par contre, tu n'es pas libre. C'est-à-dire que tu n'accomplis pas ton destin, tu accomplis la fonction que le système conforme te donne. Voilà la différence. Alors, Nicolas, encore à part du machin, je trouve que c'est un très bon exemple qui démontre, oui, on a déjà expliqué ça tout à l'heure. Marine encore, pas une question, mais un grand merci à Guillaume. Ah bah je te remercie toi pour la qualité de tes publications et l'émulation suscitée. Bah, merci de me suivre et merci pour cette petite éloge, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je reçois tellement de merde toute la journée que quand des fois il y a des petits mots comme ça, c'est très sympa. Les réseaux sociaux, c'est une plaie. Hein. Franchement, je vous le dis, vous devez probablement en faire l'expérience aussi, de toute façon. Alors, je prends les dernières questions, il est 14h. Le satanisme n'est pas le fruit de chaque ego individuel et ça crée un égrégore collectif. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. C'est simpliste, mais c'est pas faux. Par contre, c'est pas un égrégore, c'est une forme de pensée diabolique, mais c'est une question de sémantique, mais ça compte. Profane. Et pourquoi n'ont-ils pas peur de l'enfer? Ou peut-être n'existe-t-il pas pour eux? Alors, eux, c'est que tu parles de qui? Des satanistes? Je ne sais pas de qui tu parles. Alors, Bubble Moon, à quel moment les chanteurs connus basculent dans le satanisme? Qui les encouragent dans ce sens? Ah, mais c'est pas qu'ils basculent, c'est la condition pour qu'ils réussissent. Tu prends l'industrie hollywoodienne, l'industrie du spectacle hollywoodienne, la condition pour devenir une chanteuse ou un chanteur connu, c'est de pactiser avec le diable. Ça se fait dès le départ. Point. Avant, c'était pas le cas, c'était différent. Mais là, depuis une vingtaine d'années, si on peut, depuis les années 2000. Déjà, ça commence à basculer dans les années 90. Et début 2000, là, on rentre vraiment dans une industrie purement satanique. Si vous ne pactisez pas avec le démon, d'une manière ou d'une autre, via des contrats particuliers, ça va même jusqu'à des cérémonies ésotériques pour certains, des rites initiatiques décadents pour d'autres, etc. D'une manière ou d'une autre, vous allez être confronté à des choses obligatoires pour rentrer dans leur cercle. Une fois que vous avez plié à ça, vous aurez du succès. Voilà, c'est la condition. Alors pour l'industrie à Hollywood, ça c'est certain, et puis il y a eu plein de témoignages là-dessus. Hein. En France, je ne sais pas trop où ça en est, parce que j'ai quitté le métier. Moi, j'ai bossé dans la musique, moi, mais j'ai quitté le métier depuis longtemps. Mais déjà à l'époque, ça puait sacrément la merde. J'imagine qu'on doit pouvoir trouver la même chose en France. Ce ne serait pas exclu. Mais je ne peux pas l'affirmer, quoi. Alors, sonner le chaudron consiste à frapper une casserole pour faire fuir les sorciers. Ok, l'interdit à notre époque prouverait que nos élites seraient des sorciers. Oui, je crois comprendre un peu où tu veux en venir. J'ai du mal à saisir le truc. Tu parles sur un plan symbolique là ou je comprends pas en fait. Je suis désolé, j'ai du mal à te saisir. Vincent, encore, j'ai été victime de magie. J'ai entendu parler de pacte avec le diable et que Aya Nakamura, Lady Gaga en font partie. Qu'en penses-tu? C'est ton expérience, j'en sais rien, je peux pas y répondre. Tes paroles t'appartiennent. Après l'école Guénon et Vola, ouais, que conseilles-tu comme auteur pour continuer son cheminement? Moi, j'aime beaucoup les classiques, mais après, il faut se les farcir, quoi. Platon, tout ça, Plotin, Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, voilà, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Le Corpus Hermeticum, qui pour moi reste une base hyper importante, quoi. Voilà. Puis surtout de l'expérience, en fait. C'est-à-dire que, bon, Guénon et Vola et tout ça, c'est très théorique. Ça donne des clés, ça permet de comprendre plein de trucs, mais après, il faut pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez accès à une pratique ésotérique qui vous permette de voir un petit peu où les choses vont. Bon, alors du coup, c'est pas tellement le sujet, parce que le pérennialisme, en fait, c'est surtout théorique et ça décrit une philosophie générale. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis un mec de terrain, donc si vous voulez, la théorie, à un moment donné, ça me gonfle parce qu'il faut que ça se transforme en quelque chose de concret, quoi.
ERA S, c'est comme la durée entre la date du début du port du masque obligatoire, égale 666, d'accord, ok. Donc ça, c'est un blaireau. Voilà. Hop là. Peux-tu expliquer la caverne de Platon en 2-3 mots? Ouais, en 2-3 mots, non. Mais de toute façon, je crois que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, ça, c'est possible. Estrelle encore. Est-ce que le conformisme, ce n'est pas tout simplement le résultat de la presse intellectuelle? Non, les médias sont un mode opératoire pour pousser au conformisme, etc. C'est juste un outil de propagande, si tu veux, quoi. Est-ce anodin qu'ils ont choisi la date du 26 et du 1 JO? Pourrais-tu apporter quelques infos sur cela? J'ai pas regardé, pour tout te dire, voilà. Le profane profané encore. Pourquoi les satanistes ne craignent-ils pas l'enfer? Ou peut-être l'enfer n'existe pas pour eux? Si tu veux, les satanistes, c'est pas qu'ils craignent l'enfer ou quoi. Le sataniste de base pallie à son angoisse de mort par une domination sur la matière, pour faire simple. Parce qu'il n'y a pas de croyance spirituelle dans le satanisme. On est matérialiste avant tout. On croit à la limite en une spiritualité naturelle. À la limite, il y a certains courants satanistes qui voient le Satan comme une espèce de dieu de la nature, pour faire très simple, avec les lois naturelles qui répondent de ça, etc. Œil pour œil, dent pour dent, tout le tintouin, la logique tribale. Je caricature, je fais vite, mais voilà. Mais grosso modo, c'est un système de croyance où il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc, ça, il faut qu'ils dealent avec ça. Je sais pas. Après, moi, je suis pas sataniste, donc je sais pas comment ils s'arrangent avec leur conscience, quoi. Mais d'ailleurs, rien ne nous dit qu'ils ne craignent pas l'enfer. J'en sais rien, parce que si tu veux, de leur point de vue, j'imagine que le monde est merveilleux là. C'est pas du tout infernal. C'est infernal pour nous, mais pas pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Ok, allez, on arrive au bout là, les copains. Donc ça, c'est pas une question. Ok. Ok. Bon, on a fait le tour. Ok, les amis, bah écoutez, merci d'avoir assisté à ce petit live. Voilà. On a parlé. J'espère que ça aidera certains. Moi, je continue à faire mon petit bonhomme de chemin, de toute façon. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se dit à bientôt. Ciao.